Les randonnées en pleine nature font partie des plaisirs de la vie, mais il arrive parfois qu'elles tournent à l'horreur et que les gens disparaissent en quelques secondes sous les yeux de leurs proches. Dans certains cas, on ne retrouve rien, pas une trace. Et quand on retrouve enfin quelque chose, ce n'est parfois que le début du mystère. Et si les disparitions inexpliquées dans les espaces sauvages d'Amérique du Nord vous fascinent comme moi, vous êtes au bon endroit au bon moment parce que je vais vous présenter 3 histoires vraies et effrayantes après ceci. Comme dit dans l'intro, on va partir aujourd'hui aux États-Unis, dans les immenses parcs naturels là-bas, pour parler de 3 affaires de disparition à la fois choquantes et étranges. Vous allez voir que ce sont vraiment des affaires qui font froid dans le dos, mais avant de démarrer, je tiens à parler de CyberGhost VPN qui est mon sponsor pour cette vidéo. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants, et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Parce que quand vous êtes dans votre café préféré, dans une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Il faut savoir que ce genre de Wi-Fi n'est franchement pas sécurisé. Et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso, votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Et c'est très pratique aussi chez vous, surtout si vous êtes en télétravail. CyberGhost VPN sécurise votre navigation et crypte toutes vos données sensibles. Grâce à lui, vous êtes protégé en permanence où que vous soyez. Vous pouvez naviguer sur le net librement, l'esprit tranquille. En plus de l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube et débloque plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Côté plateforme, il est disponible sur Apple, Android, Windows, etc. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet d'en faire profiter aussi ses proches. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Il a 5 étoiles sur 5 rien que sur le site Trustpilot, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, ce qui vous revient seulement à 2,03 € par mois. Le lien de l'offre est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et ça n'est pas fini, CyberGhost VPN offre aussi une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors n'attendez plus, profitez-en pour le tester. En 2004, Garrett Barsley est un petit garçon américain de 12 ans. Mesurant 1m52 pour 47 kg, il a les cheveux châtain clair. Le jeune Garrett vit avec ses parents, Kevin et Eddie, ses 2 frères et sa sœur à Elk Ridge dans l'Utah, dans l'ouest des États-Unis. Non loin des montagnes Wasatch, à 1630 mètres d'altitude, Elk Ridge est une petite ville de 2500 habitants à 1 heure de route en voiture au sud de Salt Lake City, la capitale de l'État. Selon ses parents, Garrett a toujours été l'enfant qui s'amusait le plus. Dans la fratrie, c'est toujours lui qui les faisait rire. Très sociable, l'ado adore jouer au baseball et aussi pratiquer des activités en plein air. Et Garrett est inscrit depuis plusieurs années chez les scouts qui se réunissent tous les week-ends, encadrés par des adultes bénévoles. Chaque fin d'année scolaire, un camp d'été est organisé pendant plusieurs jours pour les scouts, et c'est justement ce qui est prévu en août 2004. Le 19 août 2004, Garrett part camper 3 jours dans la nature avec son groupe de scouts au lac Kuberent, situé dans les montagnes Uinta, dans le comté de Summit. À une altitude de 3178 mètres, ce lac alpin de 660 mètres de long pour 100 mètres de large est également surnommé lac Kuberent numéro 1. Il est surnommé ainsi parce que c'est le plus grand des 6 lacs du bassin des lacs Kuberent. Les lacs Kuberent ont la réputation d'être assez sauvages parce qu'ils ne sont pas facilement accessibles. Pour les rejoindre, il faut emprunter un sentier forestier de 5 km depuis le départ de Lofty Wreck Trail, proche de la route State 150. Il n'est pas possible d'atteindre ces lacs en voiture et il faut compter presque 1h30 de marche pour un aller simple. Lors de ce week-end de camping, Garrett fait partie d'un groupe de 18 scouts qui est encadré par 8 adultes accompagnateurs, dont son père Kevin. Donc ce jeudi-là, le groupe de scouts encadré par des adultes part à pied jusqu'à la zone des lacs et 1h30 plus tard, ils installent leur campement près du plus grand des lacs Kuberent. Une fois leur tente installée, tout le monde passe un chouette moment. Il faut dire que le secteur est très sauvage et préservé. En fin de journée, et comme c'est la tradition chez les scouts,
il dîne autour d'un feu de camp avant d'aller dormir. Ce week-end de camping dans la nature démarre vraiment super bien pour ces jeunes scouts, qui passent un moment génial. Seulement, ça ne va pas durer. Parce que le lendemain matin, il va se passer un événement qui va les marquer à jamais. Le vendredi 20 août 2004, tout le monde se réveille dès les premières lueurs de l'aube. Et vers 8 heures du matin, Garrett et son père Kevin vont pêcher ensemble au bord du lac. Rien de plus banal. La partie de pêche démarre, mais à un moment donné, Garrett s'approche trop au bord de l'eau et il glisse. Il glisse sans faire exprès et tombe à moitié dans l'eau. Y a rien vraiment grave, mais bon, il a quand même les chaussettes et les chaussures complètement trempées. Il dit donc à son père qu'il va retourner rapidement au campement pour changer de chaussettes. Il l'assure qu'il n'en a pas pour très longtemps, qu'il va revenir très vite parce que il tient absolument à pêcher un poisson pour le déjeuner. Il faut quand même préciser qu'ils sont tout près du campement, ils sont à 1 minute grand maximum à pied, d'où ils sont, ils ne voient pas les tentes, mais c'est vraiment juste à côté. Et sachant que Garrett a 12 ans et qu'il a déjà fait plusieurs fois le trajet, son père Kevin n'y voit aucun inconvénient. Il lui dit bah, « ok, vas-y ». L'ado quitte donc son père en emportant avec lui sa canne à pêche et il part en direction du campement. Monsieur Bardsley reste à l'endroit où ils étaient en train de pêcher, donc près de sa ligne, et bien qu'il ne soit pas spécialement inquiet, il suit quand même du regard son fils en train de marcher le long de la berge du lac. Il ne le quitte pas des yeux et lui crie même à voix haute les directions à prendre pour revenir au campement. Garrett part bien en direction des tentes qui sont un peu plus loin au bord du lac, et au bout d'un moment, il finit par sortir du champ de vision de son père derrière des arbres. Donc par la suite, Monsieur Bardsley continue à pêcher et il profite du calme au bord du lac. Mais 10 minutes plus tard, Garrett n'est pas revenu, et au bout d'un quart d'heure, son père commence à se poser des questions. Au bout de 20 minutes, il commence vraiment à perdre patience et il décide de retourner lui-même au campement pour voir ce qu'il en est. De retour au campement, il va jusqu'à la tente où dormait Garrett, et là, il constate qu'il n'est pas là. Monsieur Bardsley se dit que son fils est peut-être en train de traîner, en train de discuter avec un copain, et il regarde autour. Seulement, il ne le voit nulle part. Et commençant à être tracassé, il va voir plusieurs de ses camarades et leur demande s'ils ont vu Garrett. Seulement, ils leur répondent tous que non. À partir de là, Monsieur Bardsley commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, et il alerte tout de suite les autres adultes pour qu'ils commencent à chercher son fils. Les 8 adultes encadrants, ainsi que les 17 autres boy scouts, se mettent alors à chercher Garrett un peu partout autour du lac, mais ils ne le trouvent pas. L'adolescent s'est comme volatilisé. À 10h52 du matin, le bureau du shérif du comté de Summit est informé de la disparition de Garrett Bardsley, et les forces de l'ordre mettent en place un vaste dispositif de recherche pour tenter de le retrouver. Plus de 200 policiers, sauveteurs professionnels et bénévoles fouillent le secteur. Et les montagnes environnantes autour des lacs Cumberland sont très hostiles. Autant vous dire que quand on s'égare dans ces bois, on passe un sale moment. Pour ne rien arranger, les températures chutent dans ces montagnes après le coucher du soleil, et elles peuvent être négatives même au mois d'août. Les secours ratissent donc la zone toute la journée, mais quand vient la nuit, ils n'ont toujours pas localisé l'adolescent. Et on se demande où peut bien être Garrett Bardsley. Les jours suivants, les battues continuent. De nombreuses équipes ratissent les lieux à pied, à cheval et avec des chiens pisteurs. Malheureusement, chaque jour qui passe apporte une nouvelle déception. Et les sauveteurs vont ratisser au total les terrains escarpés dans un rayon de 5 km autour du lac Cumberland sans parvenir à localiser le scout disparu. Et la seule chose qu'on va retrouver de Garrett Bardsley, et c'est assez terrifiant, c'est une chaussette. L'une de ses chaussettes Nike. Et un chercheur a trouvé cette chaussette dans un lieu improbable. Un champ de rochers de granit, sur une pente, à 800 mètres du dernier endroit où l'adolescent avait été vu. On se demande bien comment elle a pu atterrir là. Et d'après le shérif, elle semblait avoir été retirée d'un pied mouillé. Madame Bardsley a déclaré que cette chaussette était effectivement celle de son fils. Mais c'est le seul vêtement lui appartenant qu'on a retrouvé. Et c'est plutôt bizarre. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé seulement cette chaussette ? Depuis le début, le shérif du comté de Summit privilégie l'hypothèse accidentelle dans cette affaire, et cette trouvaille ne fait que renforcer ce qu'il pense. Il théorise que l'enfant, frigorifié à cause de la nuit glaciale, se serait peut-être aventuré dans ce champ de rochers pour trouver une crevasse ou un endroit où se protéger des intempéries. Pourquoi pas, mais bon, il était quand même très très près du lac, on comprend pas pourquoi il n'a pas retrouvé le campement qui était tout près. Suite à la découverte de la chaussette, le périmètre est minutieusement inspecté. On va vérifier chaque rocher sans trouver quoi que ce soit.
Et 9 jours après la disparition, les recherches officielles vont être stoppées faute de résultats. Mais pour la famille Bardsley, c'est juste impensable de tout arrêter maintenant. Et donc, avec des amis, des proches, ils vont continuer eux-mêmes à chercher Garrett, et ils vont faire ça pendant très longtemps, jusqu'au mois d'octobre. Ils vont littéralement s'épuiser à rechercher le scout disparu, sans plus de succès que les autres, malheureusement. Par la suite, les semaines défilent puis les mois, sans nouvelle avancée dans l'affaire. Et pour les proches de Garrett, la douleur est insupportable. Et en novembre 2004, il témoigne dans les médias et notamment dans le talk show très suivi d'Oprah Winfrey. Dans cette émission, Kevin Bardsley explique que la situation est très dure à vivre pour lui et sa femme, mais qu'il continue à espérer des réponses. Et le père de Garrett avoue qu'il essaye de ne pas se blâmer pour avoir laissé son fils rentrer seul au campement. « Si je passais tout mon temps à faire ça, je ne ferais rien pour retrouver Garrett. » Les années suivantes, les Bardsley vont se retrouver face au néant, comme tous les parents d'enfants disparus. Il est évidemment impossible de se mettre à leur place, mais bon, ils vivent une torture quotidienne. Surtout que côté enquête, peu de choses vont bouger. Et le dernier rebondissement en date dans cette affaire remonte à août 2009. À cette période, le bureau du shérif du comté de Summit reçoit le témoignage d'une femme recueillie par America's Most Wanted, une célèbre émission télévisée qui traite de cold case et relance des appels à témoins. Habitant Elko, une ville à 370 km à l'ouest de Salt Lake City, la témoin aurait aperçu un adolescent ressemblant à Garrett avec 2 hommes dans un supermarché Smith, fin juillet 2009. Les enquêteurs se sont alors dépêchés de récupérer les images de vidéosurveillance enregistrées par le supermarché. Mais ces vérifications ont mené dans une impasse. On est très loin d'être sûr qu'il s'agissait de Garrett Bardsley. Aujourd'hui, l'enquête relative à la disparition de Garrett reste ouverte. Et pour honorer la mémoire de leur fils, Kevin et Heidi se sont engagés en faveur d'autres familles d'enfants disparus. Ils ont créé la fondation Garrett Bardsley qui organise notamment des recherches bénévoles dans l'Utah. Et cette fondation a mené des actions concrètes sur le terrain en intervenant dans plusieurs affaires d'enfants portés disparus. Mais 21 ans après les faits, la disparition du jeune scout dans les montagnes Uinta reste un mystère complet. Cette affaire est particulièrement choquante car Garrett s'est volatilisé alors qu'il n'avait qu'une très faible distance à parcourir. Et détail glaçant, une personne qui était présente ce jour-là a indiqué que la distance entre le lac et le campement n'était que de 150 pas. Autrement dit, Garrett n'avait qu'une 50aine de mètres à faire. Et il est vraiment terrifiant qu'on puisse disparaître à jamais dans de telles circonstances sur une aussi courte distance. Alors qu'est-il arrivé à Garrett Bardsley ? C'est la grande question. Une question à laquelle personne n'a été capable de répondre depuis plus de 20 ans. Dès le départ, les forces de l'ordre ont théorisé dans cette affaire l'hypothèse accidentelle parce que cet enfant avait disparu dans une zone très escarpée. Ce scénario peut s'entendre, mais bon, cet enfant a quand même fait l'objet d'une recherche massive et on n'a rien retrouvé. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est une chaussette. Mais comme je le dis souvent, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'humilité avec la disparition dans la nature, et on peut jamais être complètement affirmatif à 100%, et il y a quand même un doute qui subsiste. Peut-être que Garrett est effectivement dans un coin qui n'a pas été vérifié, autour du lac Cumberland ou plus loin. Ou alors on a peut-être mal vérifié aussi, parce que beaucoup de chercheurs sont bénévoles et ce ne sont pas des surhommes, ils peuvent faire des erreurs. On peut passer près d'un corps sans le voir. Autre possibilité, Garrett Bardsley aurait-il pu faire l'objet d'une attaque animale ? Même si on peut croiser des ours ou des lions des montagnes dans ce coin qui est extrêmement sauvage, une attaque animale paraît quand même peu vraisemblable dans cette histoire. Il est très peu probable que l'enfant ait pu être agressé par un animal en l'absence de signes de lutte ou de traces de sang. Si Garrett avait été agressé, il aurait probablement crié et quelqu'un aurait entendu ses cris. Un acte criminel pourrait sembler lui plus crédible. Le shérif du comté de Summit n'a jamais considéré cette piste comme prioritaire en l'absence de preuves suggérant un enlèvement, comme une scène de lutte. Pourtant, certains pensent que un étranger ou une connaissance de la famille aurait peut-être pu kidnapper l'enfant. Et ils croient aussi que c'est le ravisseur de Garrett qui aurait enlevé sa chaussette, même si ça n'a pas vraiment de sens d'en enlever seulement une. Parce qu'on a retrouvé une seule chaussette.
Mais M. Bardsley, le père du disparu, a lui-même déclaré qu'un enlèvement aurait été presque impossible à réaliser, car ils étaient à 5 km de la route la plus proche, dans une zone très accidentée. De son point de vue, ça lui semblait infaisable, surtout qu'en plus il y avait quand même pas mal de monde dans le coin, il y avait un groupe de 17 scouts, plus 8 adultes accompagnateurs. Donc enlever un adolescent tout près d'eux, c'était quand même assez compliqué, quoi. Ceci dit, j'ai quand même trouvé une information intéressante sur le site Reddit, dans un forum consacré à cette disparition. En mars 2024, un internaute anonyme a raconté que son père faisait partie des bénévoles ayant cherché Garrett Bardsley en 2004. Et lors des recherches dans les bois, des chercheurs seraient tombés sur des gens en train de camper dans la nature. Et quand ils leur auraient parlé de la disparition de Garrett, ils se seraient alors mis à agir bizarrement. Lorsque les chercheurs auraient demandé à ces campeurs s'ils pouvaient vérifier dans leur tente pour voir qui était à l'intérieur, l'un des gars leur aurait répondu que c'était sa femme qui était en train de dormir et qu'il ne voulait pas la réveiller. Les chercheurs bénévoles n'auraient donc pas pu vérifier dans cette tente et ne voulant pas faire d'histoire, ils seraient repartis. Mais quand ils sont repassés quelques minutes plus tard, ils auraient alors constaté que le campement n'était plus là, les campeurs et leur tente avaient disparu. Ils avaient quitté les lieux entre-temps. Bien entendu, il faut accueillir ce témoignage qui est anonyme avec la prudence nécessaire, mais il reste quand même troublant. Dans le cadre de l'hypothèse criminelle, il faut aussi parler d'une autre piste qui a été évoquée, la piste familiale. En effet, pour certains observateurs à l'époque, cette disparition mystérieuse ne l'était pas vraiment. Parce qu'elle reposait essentiellement sur le récit de M. Bardsley. Quelques personnes en ont douté. Mais c'est vrai qu'un détail peut quand même poser question. Pour quelle raison Garrett a-t-il emporté avec lui sa canne à pêche quand il est rentré se changer au campement ? C'était inutile parce qu'il était censé revenir au bord du lac quelques instants plus tard. Ce détail a paru suspect à certains qui ont aussi avancé l'idée que le père de Garrett aurait fait du mal à son fils avant de maquiller le tout en disparition. Le détail de la canne à pêche de Garrett qui n'a jamais été retrouvé est, c'est vrai, une petite incohérence. Mais la vie n'est pas toujours cohérente. Et cette histoire de canne à pêche, c'est quand même assez léger pour porter d'aussi lourdes accusations contre le père de Garrett qui n'a jamais été soupçonné par la police. Cette affaire de disparition est quand même assez malaisante parce que on n'a rien retrouvé à part une chaussette et on a quand même l'impression que cet enfant a peut-être été attrapé et emmené très loin du lieu de sa disparition. Peut-être que cet enfant a été enlevé par quelqu'un. Et comme souvent dans les affaires de disparition irrésolues dans la nature aux États-Unis, certains ont pointé du doigt le Bigfoot. Le Bigfoot qui est une créature mythique mi-homme mi-bête qui n'est rien moins que le cryptide le plus connu aux USA. Cette thèse fait évidemment sourire certains d'entre vous, mais elle vaut quand même le coup d'être évoquée. Parce que beaucoup d'habitants de l'Utah sont convaincus que le Bigfoot vit autour du bassin Cube-Errant dans les montagnes Uinta. En effet, pas moins de 8 randonneurs ont affirmé avoir vu ce genre de créature en 1977 selon les données du Bigfoot Researcher Field Organization. Et plus récemment, un randonneur américain que nous nommerons Christian a apporté un curieux témoignage sur le site backcountrypost.com, un site internet sur lequel les amoureux de la vie en plein air peuvent partager leurs expériences. En septembre 2010, Christian campait près du lac Cube-Errant avec un ami. Ils attendaient d'autres camarades randonneurs qui devaient les rejoindre, mais ils étaient visiblement en retard. Tous les deux ont donc été obligés de passer la soirée seuls. Et à la tombée de la nuit, il s'est passé un incident effrayant. Quelque chose qui a vraiment fait flipper Christian, selon ses propres mots. Lui et son ami auraient aperçu 2 yeux qui les regardaient fixement depuis la forêt. Et ces yeux étaient clairement non humains. Les 2 hommes n'ont pas réussi à déterminer de quel animal il pouvait s'agir, parce que ces yeux étaient trop loin de la lumière de leur feu de camp. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que ces yeux brillants ont à un moment donné été à une hauteur de 2,40 m au-dessus du sol. Et selon Christian, c'était vraiment très effrayant pour lui et son ami de voir que cet animal, voire même ces animaux, parce qu'à un moment il y en avait 2, n'avaient vraiment pas peur d'eux. On a vraiment l'impression qu'ils se sont approchés pour espionner les 2 randonneurs. Mais les 2 hommes n'ont vraiment pas pu discerner de quel type d'animaux il s'agissait, ils ont juste vu leurs yeux. En tout cas, Christian a déclaré qu'il était soulagé de ne pas avoir vécu cette expérience seul. Et ce n'est que bien plus tard qu'il a appris la possible existence du Bigfoot près des lacs Cube-Errant. S'il l'avait su avant, il ne serait peut-être pas allé camper dans ce coin. Qu'a donc vu Christian et son ami ce soir-là au bord du lac Cube-Errant
Nul ne le sait. C'est sûrement sans aucun rapport avec la disparition de Garrett Barsley, mais quand on sait ce qui est arrivé à cet enfant dans cette zone, ça donne des frissons. Encore une fois, cette affaire de disparition qui concerne, hélas, un enfant est vraiment glaçante parce que elle montre une fois de plus qu'on peut disparaître à jamais sur une très courte distance et quasiment sous les yeux de ses proches. Garrett Barsley s'est comme évaporé dans les airs, tout ce qu'on a retrouvé de lui, c'est une chaussette. Et aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui lui est arrivé ce 20 août 2004. Cette affaire de disparition a frappé les esprits aux États-Unis et a eu au moins un mérite. Sensibiliser les parents et les enfants à plus de prudence pour rester en sécurité lors de sorties dans la nature. On va maintenant traverser la frontière nord des États-Unis pour étudier une affaire de disparition particulièrement mystérieuse qui s'est déroulée au Canada. Je sais que j'ai des spectateurs au Québec et j'en profite pour les saluer. La disparition de cette randonneuse est considérée comme l'une des plus mystérieuses qui soit survenue, et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Cette histoire vraie s'est déroulée en 2014 sur l'île de Vancouver, sur la côte pacifique du Canada. Située dans la province de Colombie-Britannique et séparée du Canada continental par 3 détroits, c'est la plus grande île de la côte ouest de l'Amérique. Elle est notamment connue pour son climat doux et sa communauté artistique florissante. Mais l'île de Vancouver est avant tout une île où la nature brute est reine. Et c'est là que vit Sylvia Apps. Âgée de 69 ans, Sylvia est une femme sans histoire qui vit depuis des années à Courtenay, une petite ville sur la côte est de l'île de Vancouver, face au continent. En excellentes conditions physiques, Sylvia aime profondément la nature et les animaux, et elle passe la plupart de son temps libre dehors. Chaque fois qu'elle le peut, Sylvia part marcher seule dans les bois sur son île adorée. Elle a l'habitude de partir seule, sac à dos pendant plusieurs jours, et c'est ce qu'elle fait durant l'été 2014. Le 8 juillet 2014, Sylvia se lance dans une randonnée de 5 jours en solitaire dans le parc provincial Strathcona, un parc provincial de la Colombie-Britannique situé sur l'île de Vancouver. Strathcona est célèbre pour ses majestueuses forêts et sa topographie accidentée, abritant des dizaines de lacs, des glaciers impressionnants et l'une des plus hautes cascades du Canada. C'est un peu le paradis des randonneurs et c'est la raison pour laquelle Sylvia a décidé de s'y rendre. Et c'est pas loin de chez elle, c'est environ 30 km de son domicile. Le 8 juillet 2014, Sylvia commence tranquillement sa randonnée vers 11h depuis Paradise Meadows sur le mont Washington. Vous voyez l'endroit précis sur la carte. Et Sylvia est une personne très organisée. Elle a prévenu ses fils qu'elle serait de retour le 13 juillet à 16h, ce qui est quand même assez précis. Comme déjà dit, c'est une randonneuse aguerrie, elle a déjà fait de nombreuses longues randonnées et elle a emporté ce jour-là tout ce qu'il faut dans son sac pour son périple en pleine nature. Elle a bien sûr emporté des vivres, de l'eau et tout le matériel nécessaire, notamment 2 téléphones portables, une batterie de secours, un appareil photo, des bâtons de randonnée, etc. Le 8 juillet 2014, à 11h, Sylvia Apps part donc de Paradise Meadows. Sa randonnée s'annonce merveilleuse parce qu'il fait un temps splendide. Mais la femme ne sera plus jamais revue. Le 13 juillet, le jour supposé de son retour, Sylvia ne revient pas. Et elle ne donne aucune de ses nouvelles à ses proches. Au bout d'un moment, ses fils commencent à se poser de sérieuses questions parce que ce silence ne lui ressemble pas. Ils se disent que quelque chose de grave est arrivé à leur mère et ils préviennent les autorités. Dès l'alerte donnée, d'importants moyens sont mis en œuvre pour tenter de retrouver la randonneuse. Les secours canadiens mettent tout ce qu'ils ont. Ils font décoller des hélicoptères et envoient sur le terrain près de 175 personnes. De nombreuses équipes de recherche et sauvetage, notamment celle de Comox Valley, arpentent la région à la recherche de la randonneuse portée disparue. Mais la zone est immense. Ceci dit, les sauveteurs sont quand même assez bons parce qu'ils vont retrouver plusieurs indices. Ils vont tout d'abord constater que le 10 juillet, 2 jours après son départ, Sylvia a été présente sur le mont Castle Crag, car elle a signé le registre. En effet, il paraît qu'il y a au sommet un registre à lire et à signer, tout en profitant de la vue magnifique. On a donc la confirmation que la randonneuse est bienvenue à cet endroit, mais par contre, en ce qui concerne la suite, c'est l'inconnu. N'ayant aucune idée de l'endroit où il a pu aller, les secours continuent leur fouille en se concentrant autour du mont Castle Crag, une zone assez fréquentée. Et le lundi 14 juillet 2014, ils font une trouvaille encourageante. Ils retrouvent le sac à dos de Sylvia.
Le sac est comme posé dans les bois et contient presque toutes ses affaires. Ce qui est quand même assez bizarre. En ce qui concerne Paul Berry, le responsable de l'équipe de recherche et sauvetage de Comox Valley, qui coordonne l'opération, il est assez optimiste. Il se dit qu'il brûle, entre guillemets, et que Sylvia est certainement tout près. Il est tout à fait possible que Sylvia, pour une raison quelconque, ait posé son sac, qu'elle se soit un peu éloignée et qu'il lui soit arrivé quelque chose, comme un accident. Les secours se mettent donc à passer la zone au peigne fin, seulement c'est une cruelle déception. Parce que la randonneuse n'est pas là. Et ils ne trouvent aucune empreinte sur le sol, rien qui puisse les aider. Ils repartent donc et reprennent leur battue. Et nouveau rebondissement, ils vont trouver cette fois des bâtons de marche et un appareil photo. Des objets qui vont être vite identifiés comme appartenant à Sylvia. On va examiner les photos qui ont été prises avec cet appareil et on va se rendre compte qu'elles sont de peu d'intérêt. Elles sont peu utiles parce qu'elles remontent toutes au début du trek de Sylvia. Mais là où les sauveteurs sont perplexes, c'est que ces objets ont été retrouvés dans une zone complètement différente de celle où on avait trouvé le sac à dos. Ce qui est quand même très inhabituel pour les membres de ce groupe de Search and Rescue. Suite à cette nouvelle découverte, les sauveteurs reprennent quand même espoir. Ils ont vraiment l'impression que Sylvia n'est pas très loin. Elle a peut-être joué au petit poussé sans le vouloir, en laissant des objets derrière elle, et on va bien finir par la retrouver. Seulement, ça n'arrivera pas. On ne retrouvera jamais Sylvia Apps, et les recherches la concernant seront stoppées une semaine après leur démarrage, faute de résultats. Comme l'a déclaré dans les médias Paul Berry, le responsable de l'équipe de sauvetage de Comox Valley, nous avions l'impression de nous rapprocher et ne rien trouver est très déroutant. Professionnels expérimentés, Berry et ses collègues ont tous exprimé leur grande perplexité, n'ayant jamais connu une telle situation. C'est l'une des rares fois où on a retrouvé tous les objets personnels, mais pas la personne disparue. Pour l'équipe de recherche et sauvetage de la vallée de Comox, il s'agit d'un cas unique, et ils ont décrit cette affaire comme très déconcertante. Cette disparition dans la nature donne vraiment froid dans le dos, parce que les sauveteurs croyaient vraiment trouver cette randonneuse. Ils avaient bon espoir de retrouver cette femme disparue après avoir découvert ses affaires. Mais ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans le cadre de l'affaire de Garrett Bartley, on a retrouvé seulement une chaussette. Très peu d'affaires. Et là, dans le cadre de l'affaire de Sylvia Apps, c'est tout le contraire, on a retrouvé toutes ses affaires sauf elle. Il faut donc se demander quel a pu être le destin de Sylvia Apps. Aurait-elle eu une sorte de problème médical ? On peut peut-être envisager que cette femme ait fait par exemple un AVC et laissé tomber ensuite toutes ses affaires derrière elle. Mais si elle a fini par tomber raide morte quelque part un peu plus loin, on ne comprend pas pourquoi on n'a jamais réussi à remettre la main sur son corps depuis autant d'années. À moins qu'il ne lui soit arrivé autre chose. Oui, mais quoi Personne n'a été en mesure de répondre à cette question qui reste en suspens depuis plus de 20 ans maintenant. Cette affaire qui s'est passée au Canada est donc assez dérangeante, tout comme la suivante qui a concerné cette fois un touriste allemand. Le 1er avril 2007, un physicien allemand de 61 ans nommé Reinhard Kirchner arrive d'Allemagne aux États-Unis pour des vacances en Arizona. Originaire de Mayence, une ville allemande proche de Francfort, Reinhard est un homme brillant qui depuis son enfance est amoureux des grands espaces. Lors de ce séjour en Amérique, il a loué un camping-car pour faire un road trip et visiter en particulier la région de la rivière Little Colorado, un des principaux affluents du mythique Colorado. D'une longueur d'environ 500 km de long, la Little Colorado serpente dans des gorges absolument splendides. Reinhard apprécie vraiment cette région des USA et il la connaît bien pour y être déjà venu dans le passé. Il a déjà randonné plusieurs fois sur le plateau du Colorado. Et ce touriste allemand ne compte pas rester totalement seul durant tout son séjour aux USA. Sa petite amie doit le rejoindre sur place le 9 avril. Et le 9 avril, la petite amie de Reinhard arrive comme prévu en avion à l'aéroport de Las Vegas dans le Nevada, à environ 600 km à l'ouest de la Colorado River. Elle s'attend à ce qu'il l'accueille à l'aéroport comme convenu, seulement l'Allemand n'est pas là. Ne comprenant pas, elle tente alors de l'appeler sur son téléphone portable, sans succès, elle tombe à chaque fois sur sa messagerie vocale. Et elle a beau lui laisser des messages, lui envoyer des SMS, ça ne sert à rien, c'est le silence total. Elle n'a plus de son, plus d'image.
Jugeant la situation vraiment anormale, elle finit par signaler la disparition de Reinhard aux autorités. Reinhard Kirchner est porté disparu et le 12 avril, les forces de l'ordre commencent à le chercher. Et au bout de quelques jours, son véhicule va être enfin localisé. Son camping-car est retrouvé sur un terrain de la tribu des Navarros par des hommes du bureau du shérif local, près du bord des gorges de la Little Colorado. L'endroit se situe à l'ouest de Tuba City et à environ 3 km de Hellhole Bend, qu'on peut traduire en français par le virage du trou de l'enfer. Vous voyez des photos réelles du véhicule. À l'intérieur, on découvre un certain nombre d'affaires appartenant à Kirchner, mais il n'y a aucune trace de lui. Les investigations qui vont être menées vont permettre de déterminer que le touriste allemand s'est garé avant de partir à pied. Il est visiblement parti faire une randonnée avec un petit sac à dos, son appareil photo, et il a comme disparu de la surface de la Terre. Pendant 6 jours, les autorités vont mener des recherches approfondies. Ils vont vérifier une surface de 140 km², sans rien trouver. Car l'opération n'est pas facile. Car primo, on ne sait pas dans quelle direction précise il est parti. Et secondo, le secteur compte beaucoup de gouffres dans lesquels il serait facile de tomber. Si vous vous approchez trop près de leurs bords qui peuvent s'effondrer, vous pouvez faire une chute de plus de 700 mètres. Ces gouffres ont d'ailleurs été jugés trop dangereux pour être inspectés par des équipes au sol, on n'a envoyé personne là-bas, les sauveteurs se sont juste contentés de les inspecter avec des caméras. Aujourd'hui, près de 19 ans après les faits, la disparition de Reinhard Kirchner reste non résolue. On suppose qu'il s'est perdu dans la région, mais on n'en est pas sûr. L'Allemand était connu pour être un marcheur expérimenté, en bonne condition physique. Cependant, vu le terrain escarpé et aride où il randonnait, il est concevable qu'il ait pu faire une chute épouvantable ou qu'il se soit fait mordre par un serpent sonnette. L'hypothèse accidentelle pourrait paraître ici tentante, mais force est de constater qu'on n'a jamais récupéré son corps. D'autres scénarios sont peut-être envisageables, comme celui d'un acte criminel. Il faut tout de même préciser qu'il n'est pas interdit de visiter ces territoires navarros, par contre, vous avez besoin d'un permis. Vous avez besoin d'un permis d'accès pour accéder à ces territoires tribaux. On ne sait pas si Kirchner avait ou non un permis, donc évitons de spéculer. Ce qui est sûr, c'est que le shérif n'a apparemment trouvé aucun élément, aucun indice suggérant que le touriste allemand ait été victime d'un crime. Il a tout simplement disparu. Ce qui est quand même assez intriguant, c'est que quand les adjoints du shérif ont trouvé son camping-car, des gens du coin sont venus leur parler. Ils leur ont dit qu'ils avaient repéré ce véhicule dès le 1er avril, et qu'ils avaient vu aussi autour des traces de pas dans la terre, ce qui confirme a priori la thèse selon laquelle il est bien parti à pied. Mais ça n'est pas terminé. Un témoin navarro, donc native américaine, a confié aux forces de l'ordre qu'il y avait aussi des rumeurs bizarres qui circulaient dans la communauté autour de cette disparition. Des rumeurs comme quoi l'Allemand aurait été pris par des extraterrestres. Il est connu que chez les tribus amérindiennes, on croit à ce genre de choses. On croit aux Star People, au peuple des étoiles. De plus, d'autres témoins ont rapporté avoir vu quelque chose de brillant dans le ciel à la période de sa disparition. Ils ont fait une observation très inhabituelle. Quelle était la nature exacte de ce phénomène aérien ? On ne sait pas. Et aurait-il pu jouer un rôle dans la disparition de Kirchner ? Impossible de le dire. Quoi qu'il en soit, le shérif a noté ces informations relatives à un ovni, puisque c'est de ça qu'il s'agit, noir sur blanc dans son rapport, ce qui est tout de même assez étonnant. Mais précision importante, il faut rappeler que un objet volant non identifié n'est pas forcément de nature extraterrestre. C'est un raccourci un peu trop rapide que certains font souvent. La chose brillante dans le ciel, vue supposément par les témoins, pouvait être n'importe quoi. Et elle pouvait être sans aucun lien avec la disparition du touriste allemand. Alors, qu'est-il advenu de ce touriste ? Aurait-il succombé à un accident ? Était victime d'un crime ou d'un phénomène inconnu ? Bien malin qui pourra répondre. La seule chose certaine dans cette affaire, c'est que Reinhard Kirchner ou ses restes n'ont toujours pas été retrouvés à ce jour, presque 2 décennies après sa disparition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez vos propres théories dans ces affaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo, ça sera sûrement intéressant de les lire. Ces affaires de disparition mystérieuses, qui sont avant tout des histoires tragiques, nous incitent une fois de plus à être très prudents quand on va dans la nature.
J'en profite pour le redire parce que l'été approche et pas besoin d'aller aux États-Unis pour disparaître. Beaucoup trop de randonneurs disparaissent ou connaissent des destins terribles en France. Et j'ai la conviction, mais ça n'engage que moi, qu'une partie de ces drames pourrait être évitée. Donc je vais en profiter pour redonner quelques conseils basiques, c'est toujours bon de les répéter. Évitez déjà de partir seul dans la nature, et si vous n'avez pas le choix, prévenez toujours un proche, dites-lui quand vous partez, quand vous comptez revenir, et si vous n'êtes pas présent à la date prévue ou à l'heure prévue, qu'il n'hésite pas à appeler les secours. Si vous partez en groupe, ne vous séparez jamais dans la mesure du possible parce que on a déjà vu dans beaucoup d'affaires que à partir du moment où les gens se séparent, c'est là que ça se gâte en général. Parmi les autres conseils qu'on peut donner en vrac, choisissez votre itinéraire en fonction de votre niveau, évidemment, et partez bien équipé avec des vêtements et des chaussures adaptés. Ne partez pas en tongs, hein. Et ne partez surtout pas sur votre sifflet, ça pèse pas grand chose, ça coûte quelques euros, et ça peut vous sauver la vie si vous avez un accident et que vous tombez dans un lieu inaccessible. Autre réflexe qu'il faut toujours avoir, c'est consulter la météo avant de partir, et si jamais ils annoncent du mauvais temps, reportez votre randonnée, ne prenez pas de risques. Pour ceux qui ont vraiment pour projet de partir aux États-Unis, vraiment dans des grands espaces sauvages, vous pouvez, si vous en avez les moyens, acheter un téléphone satellite ou alors aussi une balise de détresse. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui en ont les moyens, on est un peu dans un cas extrême. Il y a déjà tout un tas de conseils pratiques assez simples à appliquer, qui ne coûtent rien, et ce sont des conseils assez simples, tellement simples que certains ne pensent pas les appliquer tout simplement. Donc, pensez-y. Je referme la petite parenthèse sécurité. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, pensez à mettre un pouce en l'air et aussi à la partager, à faire découvrir ces vidéos à des personnes qui ne les connaissent pas. Et pour ne louper aucune future vidéo, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Pour tout ça, merci. Et évidemment aussi un énorme merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez dans le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos de disparitions mystérieuses aux États-Unis vont vous être proposées dans quelques instants. Mais ce n'est qu'une petite sélection, il y en a beaucoup d'autres dans les playlists et je vous invite à aller fouiner, à aller voir s'il n'y a pas une vidéo qui pourrait vous plaire. Je suis sûr que vous avez certainement loupé certaines de ces vidéos et elles sont là, elles vous attendent, il y a quelques heures de visionnage à faire. En ce qui nous concerne, on va se retrouver prochainement sur la chaîne, je compte sur votre présence et en attendant, ne disparaissez pas.